Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur votre écran Gilbert Gagnère, fondateur d'EasyMile, pionnier français du véhicule sans chauffeur. Et oui, fondé en 2014, ça fait déjà 6 ans et le véhicule sans chauffeur, disons, il existe, on le sait bien qu'il existe, mais la démocratisation du véhicule sans chauffeur, c'est pour quand? C'est une sorte en fait de fantasme technologique, c'est cette histoire depuis quelques années maintenant. C'est une sorte de Graal, de quête du Graal. Et si vous vous souvenez des aventures des chevaliers du roi Arthur, vous devez vous souvenir que très peu ont été au bout de la quête. La plupart sont morts en route. En fait, il faut pas se tromper d'application. Vous avez aujourd'hui deux types d'acteurs dans le marché de l'autonomie. Vous avez des gens, enfin les usual suspects comme Waymo, Mobileye, Uber, qui dépensent des milliards pour faire des choses très compliquées, Mhm. des scénarios de conduite très compliqués, dont on ne voit pas aujourd'hui quand ça va aboutir, ni même si ça va aboutir. La contrainte principale étant ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement. Donc, dès lors que vous faites du transport public, vous transportez des gens, vous devez d'avoir le même niveau de sûreté à minima qu'un conducteur humain. Ça semble un benchmark minimal. Peut-être que pour que ça soit socialement acceptable, il faut qu'on soit 10 fois meilleur qu'un conducteur humain ou 100 fois, je ne sais pas. Mais pour sûr, je suis absolument certain qu'on doit être au moins aussi bon qu'un conducteur humain. Et en fait, oui, vous voulez dire quelque Oui, chose? absolument, parce qu'en fait, j'avais prévu de vous poser la question plus tard, mais vous me tendez une perche. Comment est-ce qu'on sécurise une voiture sans chauffeur? Quels sont les calculs? C'est peut-être la chose la plus dure, au-delà des prouesses techniques pour pouvoir construire un modèle de voiture sans chauffeur. Comment est-ce qu'on arbitre le choix d'une voiture en fonction des obstacles qu'on peut avoir sur la route? Par exemple, il y a eu des tas d'articles, par exemple, sur genre un passage piéton, quelqu'un passe, qui doit-on sauver? Les gens qui sont dans le véhicule? Comment est-ce qu'en gros on paramètre un accident et une bévue en fait? Aujourd'hui, on ne le paramètre pas parce qu'en fait, on est totalement incapable de peser en fait les différentes situations. Enfin, enfin, les systèmes aujourd'hui ne savent pas si, enfin, on n'est pas sûr d'abord que ça soit absolument sûr que ça soit un piéton. Et puis entre deux piétons, comment est-ce que je décide? J'en ai un à droite, un à gauche. Si je ne peux absolument pas éviter l'accident, est-ce que je mets un coup de barre à droite ou un coup de barre à gauche? On n'en sait rien. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a les passagers, contrairement. Alors, après, tout dépend du véhicule, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces fameuses navettes autonomes que vous voyez un peu partout dans la rue, les passagers sont debout sans ceinture de sécurité. Aujourd'hui, clairement, la brutalité de nos arrêts d'urgence doit prendre en considération ce paramètre. Hmm. Nous ne pouvons pas freiner aussi fort qu'une voiture dans laquelle les gens sont assis ceinturés, Hmm. parce que sinon on a des blessés à l'intérieur du véhicule. Et c'est parce que Donc vous disiez tout à l'heure, le chauffeur autonome doit être meilleur que le chauffeur humain. Donc c'est cette notion de meilleur, moi, qui m'interroge. c'est très simple. Enfin, vous avez, enfin, dans le transport public, en bus notamment, il y a des statistiques européennes donc de taux de fatalité annuel. Enfin, l'unité de mesure, c'est par heure d'opération. Donc, on va dire que calculé sur plusieurs années et sur le continent européen, un chauffeur de bus fait en moyenne un mort par 25 millions d'heures d'opération. Mhm. Ouais. Donc bon, on peut considérer que c'est trop, que c'est très bien. Donc sans porter de jugement de valeur, c'est une donnée factuelle. Mhm. Donc le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de mettre en opération des véhicules qui savent faire au moins aussi bien que ça. Et quand vous imaginez ce que représente 25 millions d'heures d'opération, c'est-à-dire environ 2600 ans, en roulant 24 heures sur 24, vous comprenez très vite que cette démonstration, vous n'allez pas pouvoir la faire de manière empirique. Ouais, ouais. Parce que sinon, vous allez devoir faire rouler 100 000 véhicules pendant 100 ans et ça ne marche pas.
Hmm. Et donc, EasyMile et d'autres sont confrontés aujourd'hui au même problème qu'Airbus ou Boeing ou Comac, le constructeur chinois, qui est celui de la certification d'un avion ou d'un véhicule ou d'un train. Et la question, c'est comment est-ce que je démontre que mon système est sûr? Comment Ouais. est-ce que je démontre que l'Airbus A350 ne fait pas plus d'un crash par je ne sais combien de milliards d'heures de vol? Et Hmm. je ne peux pas le faire de manière empirique. Ouais. Parce que sinon, dans un siècle, on y est encore. Ouais, c'est ça. On Euh, ne peut pas avancer tant qu'on souhaite avoir des chiffres qui ne peuvent, par définition, a priori, si je vous entends bien, qui ne peuvent pas être connus. On peut pas avoir. Mais en fait, ces chiffres sont beaucoup trop grands pour qu'on puisse les démontrer de manière empirique. Ou alors, il faudrait qu'on mette des millions de voitures autonomes dans la rue sans personne derrière le volant. Hmm. Ce que personne n'autorisera tant qu'on n'aura pas préalablement prouvé qu'elles sont sûres. Donc c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Donc en fait, on est confronté à ce qu'on appelle une preuve by design, montrer que le système est sûr de par sa conception. Alors, Euh, Gilbert Gagnard, vous étiez, enfin, vous êtes cette année candidat aux victoires de la croissance. La croissance, c'est quelque chose qui caractérise votre société. Elle se caractérise comment, justement, là, comment est-ce qu'une société comme EasyMile, elle est en croissance? Parce que c'est pas une question de commande, c'est pas une question de, là encore, c'est une équation un petit peu spécifique au marché de l'innovation quelque part. alors la croissance sur le marché dans lequel on se trouve aujourd'hui est délicate dans la mesure où on ne dispose pas aujourd'hui d'une maturité de la technologie qui permette d'adresser des cas d'usage commerciaux. Hmm. Pour illustrer mon propos, vous avez dû noter que tous les robots taxis qui sont testés dans le monde, toutes les navettes, opèrent avec ce qu'on appelle un safety driver, c'est-à-dire une personne qui est là en dernier recours au cas où. Donc la proposition de valeur qu'on pourrait faire à la RATP, Transdev ou à tous ses confrères partout sur la planète, c'est d'acheter un véhicule très cher, beaucoup plus cher qu'un véhicule conventionnel, Ouais. sous prétexte qu'il est sans chauffeur, mais il y a quand même besoin d'un chauffeur. Donc vous comprenez bien que l'équation économique ne marche pas du tout. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur un marché d'expérimentation. Ouais. Tout ça est Euh, c'est de la recherche finalement, ouais, ouais, dans une certaine mesure. Enfin, c'est- oui, c'est de la recherche, clairement, c'est de la recherche. Donc l'horizon à partir duquel on va commencer à toucher des cas qui ont du sens commercialement, ouais. mais à l'intérieur desquels on est quand même capable de garantir un certain niveau de sécurité, cet horizon, nous, on l'estime à 2023. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 2023, on est capable de mettre des taxis dans la rue que vous allez pouvoir appeler avec votre smartphone et dire allez, emmène-moi à Las Vegas. Le Uber sans Ça, chauffeur, ça, ce n'est pas pour non, 2000. ça, je ne sais pas vous donner une date. Et la dernière fois, enfin, non, pas la dernière fois, on m'a posé cette question à San Francisco dans une conférence il y a 4 ans et ma réponse avait été How about never? Ouais, Parce que si ça existe un jour, ça sera certainement basé sur une technologie qui n'existe pas encore aujourd'hui. ouais. Donc en fait, pour être capable de démontrer formellement le niveau de sécurité du système, nous sommes obligés de réduire drastiquement la complexité des scénarios de conduite que le véhicule va gérer. Donc, pour illustrer, allez voir sur YouTube, sur le site de Mobileye, ils ont réalisé il y a quelques semaines une vidéo réellement impressionnante tournée dans les rues de Jérusalem, Hmm. où vous voyez un véhicule s'insérer dans le trafic de manière absolument incroyable. Donc, je salue la performance d'artistes parce que c'est certainement extrêmement compliqué d'arriver à faire ça. Le problème, c'est qu'on est à des années-lumière de quelque chose de commercial parce que Et quelque chose de ils l'ont fait une fois ouais. avec un type derrière le volant au cas où ça se passerait mal. Pour considérer que c'est commercialement viable, moi, je voudrais les voir le faire 100 000 fois consécutives, de jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil,
Ouais. tôt le matin avec le soleil de face bien rasant qui éblouit les caméras, La et le grève tout, le soir, éventuellement. voilà, et le tout sans accident. Parce que le problème, c'est que la performance d'un conducteur humain professionnel, qui soit chauffeur de taxi ou chauffeur de bus, elle est là. C'est que ce type-là, il est capable de le faire 100 000 fois sans faillir. Et on est très très loin de ça. Et votre chauffeur, si par hasard il y a une panne mécanique, un pneu qui crève, enfin quelque chose de, on va dire, d'indésirable durant l'exécution de la mission, il va le découvrir lui-même parce que la direction va avoir du flou, etc. Et il va trouver une manière de se mettre en sécurité. On ne peut pas aujourd'hui programmer, entre guillemets, un système qui est capable Qui soit d'imaginer tous les scénarios possibles. Ouais, l'intelligence artificielle, par essence, de toute façon, on le sait, elle n'est pas infaillible. Gilbert Gagnard, avant de vous quitter, j'ai une dernière question. À titre personnel, vous êtes également le fondateur d'une boutique hôtel à Bali. Donc là, on change complètement de continent, on change complètement d'activité. Mhm. Enfin, parfois, certains entrepreneurs ont des courbes facilement définissables, et vous, vous avez là deux C'était choses. pas, non, mais en fait, ce boutique hôtel à Bali n'est pas un investissement rationnel. En fait, c'était une période de ma vie où j'avais arrêté de travailler. En fait, j'ai arrêté pendant presque 5 ans. C'était une période où je vivais à Singapour. Donc, j'ai vécu 15 ans à Singapour. Mhm. Et donc, j'ai beaucoup voyagé pendant ces années-là, en Asie centrale, au Japon, au Kamchatka, au Sultanat d'Oman, dans les fjords de Norvège, en Islande, etc. Avant, Et en fait, avant le chauffeur autonome et la voiture autonome, il y a une vie de baroudeur avant ça. C'est ça que vous dites. et il y a eu une vie de backpacker, oui, beaucoup de backpackers. Et en fait, j'ai toujours été, enfin très souvent été déçu par les endroits dans lesquels j'ai été amené à séjourner, enfin les boutiques hôtels, les backpackers, ces choses-là. Et à Bali, un jour, j'ai voulu faire l'hôtel dans lequel j'aurais aimé dormir, quoi. Hmm. Et donc je me suis associé à un Balinais et on a monté cet hôtel au milieu de nulle part, donc off beaten tracks comme on dit. Et voilà, ça m'a pris 2 ans et demi de construire cet hôtel depuis rien. À l'origine, c'était une rizière. Et donc l'ensemble du personnel, à l'exception du manager qui est allemand, sont les gens du village, Ouais. Ben, on qui à la termine, base n'ont pas une formation hôtelière. Donc voilà, c'était un peu ma fierté d'avoir réussi à monter ça. on termine cette discussion sur des notes entrepreneuriales exotiques, disons, à mille lieues des intelligences artificielles et des GAFA. Merci infiniment, Gilbert Gagnère, pour votre temps. Et je vous dis à très bientôt, peut-être de visu en présentiel, dit-on maintenant. Bonne journée.